Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la deuxième partie du bilan du challenge, le Cold Winter Challenge. Donc il y a un challenge qui a pour thème l'hiver, les fêtes de Noël, tout ce qui a trait à l'hiver en fait, et qui se déroulait du 1er décembre au 28 février. J'ai déjà fait une première partie, donc là je vais vous faire la deuxième partie. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide et concise parce que j'ai tendance à reparler du livre alors que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je m'étais arrêtée, je crois, donc au troisième menu hiver sombre. Et là, la deuxième catégorie qui était stalactite ensanglantée avec horreur, thriller et suspense. Et j'avais choisi 10 âmes, pas plus, de Ragnar Johansson. Alors pour moi, c'était mon premier Ragnar Johansson et franchement, j'ai été conquise. J'ai vu qu'il y avait quelques mauvaises critiques, mais moi j'étais conquise par la plume de l'auteur, par son atmosphère, par son jeu du passé, présent, futur. Enfin, je trouve qu'il joue vraiment avec son lecteur. Il met un petit côté un peu fantastique aussi dans l'histoire et franchement, j'ai vraiment bien accroché. Voilà, maintenant je suis en train d'acheter ses deux premières séries, notamment La Dame de Reykjavik et l'autre, je sais plus, qui se passe dans le même village aussi, pour les lire aussi parce que j'ai hâte de découvrir ces autres séries. En deuxième, j'avais choisi alors Monstrueuse Féerie, c'était pour la catégorie Père Fouettard, Force Obscure, Enfer Démon. Donc j'ai choisi Monstrueuse Féerie de Laurent Pépin. Donc ce livre est un ovni. Alors vous étonnez pas si la couverture fait un petit peu voilà fouillis, mais voilà, on va rentrer dans la psyché d'un homme qui va se rappeler son enfance et qui a beaucoup de problèmes psychologiques, mais qui en même temps imagine ou enjolive des choses. Il est psychologue en plus, donc voilà. Enfin, pour moi, ça a été un véritable ovni littéraire ce roman, et en plus, il y a une suite. Donc quand j'aurai le temps, j'espère trouver le temps quand même, un de ces quatre, de pouvoir le lire parce que je serais curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, dans la quatrième catégorie, un chalet sous la neige, huis clos, enfermement, solitude. J'avais choisi Evergreen Island, hop, d'Heidi Perks. Donc là, c'est aux éditions Prélude. J'ai beaucoup aimé ce roman. En fait, on retrouve une jeune fille, quand elle avait 11 ans, elle a dû quitter Evergreen Island en pleine tempête avec ses parents, son frère et sa sœur. Et on se doute qu'il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé, mais quoi exactement, on ne sait pas. Donc, et des années plus tard, on voit que sa famille, on la retrouve adulte, sa famille est éclatée. Elle-même, elle est conseillère conjugale, mais elle-même va voir un psychologue. Son frère a disparu. Sa sœur est alcoolique. Donc on voit que ce qui s'est passé, c'est l'été de ses 11 ans, a vraiment fait éclater sa famille. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et jusqu'au jour où elle entend aux infos qu'un corps est retrouvé enterré non loin de la maison qu'elle habitait à Evergreen Island. Donc elle décide d'y retourner et d'enquêter. Donc le suspense est vraiment très bon. Évidemment, il y a des histoires de famille, il y a des secrets. Il y a pas mal de rebondissements sur la fin. Donc c'est vraiment très très prenant. Et franchement, je crois que Prélude, je ne sais pas si ça doit dépendre du livre de poche. Enfin, j'ai trouvé je me souviens pas en avoir lu, j'en ai peut-être lu, mais il y a un moment. Mais voilà, je trouvais que c'était un très très bon suspense, c'est très bien mené, et l'histoire est vraiment bien faite. Et voilà, vous devinez quelques petits trucs, mais il y a pas mal de bons rebondissements sur la fin. Alors ensuite, c'est le quatrième menu, c'était Marche dans la neige. Donc en première catégorie, j'avais choisi, c'était pôle Nord, hiver froid, pays froid. J'avais choisi La faille en toute chose. Donc c'est une enquête de Armand Gamache. Donc c'est une série de livres écrite par Louise Penny. C'est aux éditions Actes Noir. Donc je vous en ai déjà parlé et reparlé. Et enfin voilà, cette série, je la lis depuis plusieurs années. J'avais fait une pause un moment parce que j'avais beaucoup de SP, donc j'avais plus trop le temps pour des lectures perso. C'est ça qui était sympa aussi avec le challenge, le Cold Winter Challenge, c'est que ça m'a permis de repiocher dans ma palle et puis de relire des auteurs que j'avais pas lus depuis un moment. Et
bah, la magie est toujours là, quoi. J'adore cette série. J'en ai même mis deux hein, dans le Cold Winter Challenge de Louise Penny. Et c'est une série pour laquelle j'ai un coup de cœur parce que j'adore sa façon de décrire les personnages, leur psychologie, d'en faire des personnages très doux, très attachants, mais pas naïfs pour autant. Enfin, voilà. Les enquêtes, à chaque fois, je me fais avoir, je ne trouve jamais qui est le tueur. Donc, voilà, je suis vraiment très contente voilà, d'avoir replongé, replonger voilà, dans Louise Penny. Le suivant, alors, il est dans ma bibliothèque, encore une fois. Mais à chaque fois, alors par contre, on a touché à ma bibliothèque, ce qui fait que... Voilà. On a osé toucher à ma bibliothèque et du coup, je ne retrouve plus mes livres. C'est scandaleux. Du coup, j'ai pris le mauvais livre, j'ai pas pris le bon. Alors pour la deuxième catégorie, c'était Pôle Sud, voyage, cheminement personnel et évolution. Donc j'avais choisi Bipo mais pas que de Dominique Imp aux éditions Dolce Group. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que Bipo, bah, c'est bipolaire. Hein. En fait, l'héroïne va découvrir qu'elle est bipolaire. Elle a juste dans les 30-35 ans et voilà, ça finit par se déclarer. Hein. Ses amis lui disent qu'elle a un drôle de comportement et elle découvre qu'elle est bipolaire. Alors je pensais que le livre allait vraiment axer que là-dessus, mais en fait il prend une toute autre direction et on se retrouve avec une enquête policière. Et j'avais bien aimé parce que elle est forcément fragile, l'héroïne Gwen, puisqu'elle est malade. Il faut qu'elle aille voir des spécialistes, il faut qu'elle prenne des médicaments, mais qu'elle doit se doser. Voilà, il faut des fois changer les doses, il faut trouver la bonne dose. Donc, on a tout ça, mais l'auteur, bon, je veux dire, elle passe assez vite là-dessus sans non plus mettre ça trop vite et on n'en parle plus et c'est rien. Elle en fait pas quelque chose comme si c'était rien d'être bipolaire. Elle en parle, mais elle ne s'arrête pas que à ça. Elle montre aussi un personnage fort qui, malgré ses difficultés, justement, va en fait trouver le courage voilà, de protéger ses proches. Et j'avais trouvé bien voilà, au-delà de son côté bipolaire, qu'on ne la, qu'on ne la réduise pas qu'à ça et qu'on ne réduise pas que oui, voilà, oui, ça existe, oui, il y a des gens qui sont bipolaires, oui, c'est une maladie et il faut bien la reconnaître comme une maladie hein, parce qu'il y a toujours des petits malins pour vous dire que c'est psychologique, donc c'est dans la tête. Mais oui, c'est une maladie, donc voilà, on sait que c'est une maladie, mais voilà, on ne faut pas non plus que réduire les personnes à ça. C'est pas que des malades, ils sont aussi, voilà, ils sont aussi euh, bon, il y en a qui sont très, très atteints, mais ils peuvent aussi mener une vie presque normale et aussi être forts quand il le faut. Et j'avais trouvé bien justement de ne pas réduire le personnage de Gwen qu'à une personne malade, mais à une personne qui est capable aussi d'autre chose. Donc voilà, Bipo, mais pas que, Dominique Imp. Alors, en troisième catégorie, donc c'était forêt enneigée, animaux, écologie et nature whiting. Alors là, je suis repartie vers Louise Penny, toujours avec une enquête de l'inspecteur Armand Gamache, puisque ça se passe au Québec. Hein. Donc on a pas mal de scènes. Encore que c'est pas, malheureusement pour moi, c'est pas le livre où il y a peut-être plus de choses qui se passent dans la nature. Mais vous avez quand même toujours pas mal de choses qui se passent voilà, qui se passent dans la nature parce que il y a beaucoup d'enquêtes qui se passent dans le village de Three Pines, des Trois Pins, ou qui ont trait au personnage de Three Pines. Et moi, je vous l'ai dit, je suis tombée amoureuse voilà, de l'inspecteur Armand Gamache, mais aussi des personnages du village. Donc là, j'ai pris un long retour. Donc je le dis à chaque fois, mais je vous conseille de les lire dans l'ordre parce que sinon ça va être compliqué, notamment pour le précédent, La faille en toute chose, qui met fin à un fil conducteur qu'on suit sur plusieurs volumes et qui va trouver sa résolution dans La faille en toute chose. Là, on repart toujours avec en fait, un des personnages de Three Pines, Clara Moreau, de mes personnages préférés. Elle est sculptrice et peintre. En fait, elle est rigolote parce qu'elle est mariée avec un homme qui est peintre, qui vient d'une famille aisée,
qui est plutôt bel homme, et qui a du succès en tant que peintre. Elle est pas terrible physiquement, enfin, puis elle prend pas soin d'elle, en fait, elle a toujours de la peinture sur le visage ou des miettes de nourriture dans les... Mais voilà. Mais c'est quelqu'un de tellement bienveillant, tellement bon, tellement toujours pleine de gaieté, de bonne humeur que vous ne pouvez que l'aimer en fait. C'est vraiment... voilà, c'est un plaisir ce personnage. Et on sait dès le début, en fait, dès le premier volume, elle n'a pas de succès parce qu'elle fait des trucs assez spéciaux quand même au niveau de la sculpture et de la peinture. Mais on sait dès le début qu'il y a quelque chose dans ce qu'elle fait et qu'un jour elle connaîtra le succès. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé dans un volume précédent. Et évidemment, son mari, autant elle était fière qu'il réussisse, tant pis si elle ne réussissait pas, autant l'inverse ne s'est pas produit. Il est devenu jaloux. Donc elle lui a dit, écoute, on se quitte pendant 1 an. Et voilà, si dans 1 an tu arrêtes d'être jaloux, tu reviens vers moi, ou alors tu reviens pour qu'on en discute, et voilà, on se retrouve dans 1 an. Or, ça fait plus d'1 an qu'il est parti, et il n'est toujours pas revenu. Du coup, elle demande à l'inspecteur Armand Gamache, qui s'occupait de la sécurité au Québec, qui est tout juste en retraite, et qui est venu voilà, prendre sa retraite au village de Three Pines, de l'aider à enquêter sur la disparition de Peter. Voilà. Je ne l'ai pas encore chroniqué, ce livre, hein, pour le moment. Alors, vous voyez, là, ce sont des lièvres, en fait. Alors, je me suis demandé pourquoi, et ça me fait rire, parce que mes enfants m'ont demandé aussi pourquoi, et j'étais incapable de leur répondre. En fait, on a la réponse en lisant le livre. Donc, c'est bon, ça, c'est un petit côté un peu mystique, mystérieux d'ailleurs. Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'on se retrouve avec 2 artistes, et le livre parle alors du cheminement de Peter, qui ils arrivent à retracer, hein, parce que Armand Gamache a gardé des contacts au niveau de la sécurité, la sûreté du Québec. Ils arrivent à retracer avec son portable et l'argent qu'il a débité. Ils arrivent à retrouver sa trace. Il a fait les grandes villes des artistes comme Paris, Venise, Florence, jusqu'au jour où il s'est rendu dans une petite ville d'Écosse. Alors pour ceux qui connaissent, c'est à Dumfries. Et avant de revenir au Québec. Donc il se demande pourquoi il s'est arrêté en Écosse, d'où le mystère des lièvres d'ailleurs. Et ensuite, en fait, on suit tout le cheminement de Peter. Ils vont même, donc Armand Gamache, son ancien collègue, et puis la femme de Peter, et une amie vont partir sur les traces de Peter à Québec aussi. Ils vont retourner, Clara va retourner dans l'ancienne école des Beaux-Arts qu'elle a faite avec Peter, où elle a rencontré Peter. Ils vont reparler, ils vont rencontrer un vieux professeur qu'ils ont eu, ils vont parler d'un autre professeur qui avait créé un truc mais horrible, c'est-à-dire qu'il avait créé le salon des rejetés, c'est-à-dire toutes les œuvres qui avaient été rejetées parce qu'elles étaient considérées comme enfin nulles en fait, hein, pour dire plein de champ à chat. Clara notamment s'était retrouvée dans le salon, donc vous imaginez un peu le choc quand vous êtes jeune, quand vous dépensez à fond pour créer quelque chose et qu'on vous casse comme ça. Enfin, ça a été, même si elle s'en est remise, c'est quand même une dure expérience. Et c'est à partir de là d'ailleurs qu'elle s'est rapprochée de Peter. Donc on voit toute l'histoire. Donc c'est intéressant parce que j'aime beaucoup Peter, un peu moins. J'adore Clara. Et je voulais voir un petit peu voilà, le passé de ces personnages. Et c'était vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'art, mais alors sans que ce soit gonflant, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je ne suis pas très qualifiée en art, par la littérature, voilà. Je connais rien en peinture, je connais encore moins en sculpture, mais c'était intéressant. Et il y avait d'ailleurs un moment assez intéressant où il parle des 9 muses qui représentent les arts dans la mythologie grecque, dans l'Antiquité grecque. Et c'est vrai que parmi ces 9 muses, il n'y a ni la sculpture ni la peinture. Pourtant, Dieu seul sait si les Grecs faisaient de superbes sculptures. Mais bizarrement, il y a plein de questions comme ça sur l'art. Et voilà. Et après, alors, est-ce que Peter a disparu? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a décidé voilà, de ne pas revenir? Voilà, c'est encore une fois une enquête très prenante que j'ai vraiment adorée. Voilà, c'est encore peut-être moins intense que la précédente, mais la précédente, elle mettait fin aussi
à une histoire qu'on suit depuis le début et qui, voilà, qui trouvait sa résolution voilà, dans la faille en toute chose. Mais un long retour, voilà, c'est vraiment très, très, très bien fait. Enfin, comme d'habitude, j'ai eu un coup de cœur pour Louise Penny. J'adore ses romans. J'adore sa série avec l'inspecteur Gamache. Et bon, voilà. Comme d'habitude, j'ai pas été déçue. Ensuite, j'arrive donc au menu bonus. Alors, qui est la première sous-catégorie était Étoile des neiges, astronomie, astrologie, SF. Et j'avais choisi Chronique d'harmonie, tome 1, l'éveil de Patrice Lessina. Là, aujourd'hui, j'ai ma tablette, donc je vais pouvoir vous montrer un peu plus les couvertures parce que c'est plus beau que sur une liseuse. Mais le problème, c'est que voilà, il y a un petit peu de reflet dedans. En fait, on suit. C'est une sorte de roman futuriste et peut-être un peu dystopique. Il mélange à la fois de la fantaisie mais aussi de la science-fiction parce qu'on retrouve, voilà, c'est Harmonie, c'est un royaume gouverné par un duc, donc on retrouve un peu ce côté un peu héroïque fantasy, mais en même temps vous avez ce qu'on appelle des rayons qui sont au service du duché. Chacun sa spécialité, il y en a qui s'occupent de l'alimentaire, il y en a qui s'occupent de l'énergie. Ils vont sur des engins voilà, avec à propulsion, je ne sais plus comment. Mais voilà, sur des choses un peu plus futuristes, leur façon, il y a des médecins, leur façon de soigner est quand même, voilà, on n'a pas ça à notre époque. Donc c'est un mélange un petit peu les genres. Et ce qui est bien, c'est qu'on va suivre le parcours de... Alors c'est Gwenaëlle, si je dis pas de bêtises. Et ça doit être Kali, je pense, la jeune fille. Gwenaëlle, en fait, est un valet qui vient juste d'être embauché pour servir à la cour du duché d'Harmonie. Kali, quant à elle, est une voleuse qui vit dans ce qu'on appelle les terres sauvages. Voilà, où bah, enfin, tous les gens sont, tous les laissés pour compte sont là. Elle a été abandonnée par sa mère. Elle a dû, euh, elle a dû toujours voler pour s'en sortir. Et malheureusement, elle s'est fait attraper et elle est en prison. Et le premier rayon d'Harmonie l'embauche. On se demande pourquoi il embauche une voleuse. En fait, il l'embauche pour espionner parce qu'il y a des problèmes au sein d'Harmonie, notamment la disparition d'énergie, de denrées alimentaires, donc il lui demande d'espionner. Et on suit Gwenaëlle qui vient juste de prendre son poste. Donc c'est intéressant parce qu'on voit le duché d'Harmonie par les yeux de deux personnages qui ne connaissent pas du tout ce lieu. Et en fait, l'histoire commence par Gwenaëlle qui se réveille, donc le jeune homme qui se réveille à l'hôpital. Il a fait une chute et en fait, il se rend compte qu'il y a des choses bizarres. Il a fait une chute tout simplement parce qu'il a empêché un noble de battre une jeune femme, ce qui est complètement interdit. Hein. Les valets, voilà, ils n'ont pas le droit de s'adresser aux nobles et certainement pas de leur interdire quelque chose. Donc lui il est intervenu et le noble de colère l'a balancé par-dessus les créneaux du château. Mais ça a déclenché quelque chose chez lui parce qu'ils sont obligés d'obéir au principe d'une déesse qui dit notamment qu'ils n'ont aucun droit, voilà, les valets n'ont pas le droit, enfin, que ce soit les valets ou les gens qui travaillent dans les champs ou dans les usines d'énergie, à part les rayons, personne n'a le droit de s'adresser aux nobles. Et il va se rendre compte de choses assez bizarres au sein du duché d'Harmonie. Donc, je ne vais pas vous en dire plus hein, pour garder le suspense. Il y a un tome 2. Donc voilà, c'était vraiment intéressant de suivre leur parcours à tous les deux parce que tous les deux se rendent, voilà, il y a quelque chose de pourri au royaume d'Harmonie et voilà, on va découvrir une partie, il va y avoir des révélations quand même assez fracassantes sur la fin. Enfin, c'est vraiment de la manipulation et c'est quand même assez inquiétant et voilà, c'est un roman bien prenant, bien fait. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Maintenant c'est pareil, j'essaie de trouver une petite place pour essayer de le lire, le tome 2. Surtout que tant que c'est encore frais dans ma tête, je me dis que ce serait bien de le lire quand même pas trop tard. Ensuite, j'avais pris en seconde catégorie, c'était Baba Yaga, sorcière, féminisme et femme de pouvoir. Donc j'avais pris La dictatrice de Diane Ducré. Je vous en ai parlé, reparlé, re-reparlé. Et malheureusement, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est on ne peut plus d'actualité, puisque Diane Ducré décrit la montée au pouvoir d'une jeune femme qu'on trouve sympathique au départ, puisqu'elle est très idéaliste. Elle veut défendre les droits des femmes, elle veut défendre l'Europe qui a sombré dans une
pauvreté, mais incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune ressource naturelle, on n'est plus capable de produire de quoi se nourrir. On dépend complètement des trois grands que sont la Russie, qui a reconstitué une partie de son ancien empire. On dépend de la Chine et des États-Unis. Donc l'Europe, elle n'est plus rien dans le monde, quoi. Elle ne représente plus rien, elle n'a plus aucune force. Et pire que ça, voilà, ses habitants vivent dans la pauvreté. Ils sont dans la rue, dans la boue, les enfants meurent de faim. Enfin, c'est vraiment une situation mais horrible. Et elle, en fait, lors d'une manifestation où un ministre italien va annoncer la dissolution de l'Europe, il va y avoir un mouvement de foule et un père va se retrouver séparé de sa petite fille qui va être piétinée. Et elle a une pierre dans la main et en fait, sous le coup de l'émotion, elle lance cette pierre à la tête du ministre. Donc elle se retrouve en prison et de là, en fait, plein de gens vont lui écrire Bon, il y a des gens qui la détestent, mais d'autres qui l'admirent pour ce qu'elle a fait. Donc elle déclenche une vague de dévotion incroyable et quand elle sort de prison, il y a des gens assez riches, enfin très riches, qui veulent la lancer en politique. Dubar, elle n'est pas pour, c'est une idéaliste, hein, c'est une ancienne reporter de guerre. Elle a été adoptée, enfin abandonnée, adoptée par des gens qui ne l'aimaient pas vraiment. Voilà, elle est un petit peu fracassée de l'intérieur quand même. Et elle veut pas. Mais quand elle voit la pauvreté dans laquelle vivent les gens, parce qu'elle fait tout un tour de l'Europe, elle décide de mettre fin à ça. Malheureusement, l'idéalisme n'est jamais très loin de la tyrannie. Et voilà, en lisant le livre, vous ne pouvez que faire un parallèle avec la montée du nazisme et l'arrivée au pouvoir d'Hitler et tout ce qui s'en est suivi. On a même des polices secrètes qui vont être mises en place. On a deux personnages qui vont être proches de l'héroïne. Moi, ils m'ont vraiment fait penser à Goebbels ou à Himmler. Enfin voilà, voilà, les complices, comment on les appelle, les complices d'Hitler. Enfin vraiment, c'est voilà, enfin, comment une femme voilà, qui au départ est idéaliste devient un vrai monstre de despotisme. Et c'est vraiment très bien écrit. Jane Ducré avait d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Femmes du dictateur, où elle parlait des femmes des dictateurs qui ont vraiment existé, et qui était un très bon livre. Là, elle va en sortir un bientôt. Il est sorti, par contre, je ne connais pas le titre ni le sujet. Je pense qu'on part dans autre chose. Mais voilà, j'ai vraiment aimé, et je trouve qu'il est d'actualité en plus, ce livre. Et j'avais vraiment aimé, j'ai vraiment été prise dans le livre et j'avais trouvé ça mais incroyable quoi. Et on se dit, parce que l'Europe qu'elle décrit, c'est une Europe qui se passe, c'est dans un futur pas très lointain. Et on se dit, mais ça pourrait devenir notre Europe à nous. Et c'est vrai que c'est affolant. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment, on se dit oui, ça pourrait. Ça peut-être pas autant, mais enfin, on espère toujours, mais ça a quelque chose d'affolant. Donc vraiment, je vous conseille ce livre. C'est vraiment il est sorti en 2020, mais c'est vraiment, je pense, un livre précurseur et vraiment un livre coup de poing. Donc un coup de cœur pour la dictatrice de Diane Ducré. Là, je l'ai plus avec moi, j'ai dû le rendre, donc je l'ai plus, je peux pas vous le montrer. C'est une superbe couverture rouge d'ailleurs, avec le portrait d'une femme. Sinon, j'avais lu aussi, alors ça c'était pour la troisième catégorie, ce sera la dernière, après je ne vous embête plus. Alors là c'était pour Yule, donc c'est mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Alors j'avais choisi Roussalki, par contre, ah si il est là, voilà. J'avais choisi Roussalki d'Alexandre Page. Alors par contre je vais essayer d'enlever les... Hop, voilà. Alors, malheureusement, la photo, elle est pas. On voit une femme, vous voyez, un peu. Voilà. Alors, les Roussalki, ce qui m'a plu, c'est que ça se passait au 19e siècle en Russie, dans la Russie des campagnes, où il y a encore beaucoup de croyances. Et les Roussalki sont en fait des jeunes femmes qui, la nuit, elles vivent dans un point d'eau, forcément une rivière, un fleuve. Et la nuit, elles sortent et elles chantent pour attirer des gens, des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Et si vous vous approchez d'elles, elles vous emmènent avec elles au fond de l'eau. Et on va suivre un homme qui vient de Saint-Pétersbourg, qui vient de l'académie et qui vient pour, soi-disant, relever toutes les croyances, les superstitions, le folklore russe dans les campagnes. Sauf qu'on sent qu'il vient pour autre chose. Et en fait, c'est vrai que les Roussalki, on se rend compte que les Roussalki sont pour lui une obsession. Petit à petit, on va comprendre pourquoi. Alors, il va faire des rencontres assez particulières. Il va rencontrer des paysans, mais il va aussi rencontrer une... Il y a un petit côté un peu roman 19e siècle gothique dans ce roman. J'avoue que j'ai pas été loin du coup de cœur avec ce roman. Parce qu'on est transporté à une autre époque et puis on a des personnages un peu particuliers. Vous avez une comtesse, alors moi je m'attendais à une comtesse un peu vieille, non, c'est une jeune femme qui est maladive. Qui a perdu sa sœur, aurait été emmenée par les Roussalki. Enfin, on l'a retrouvée suicidée.
Elle était mélancolique. À cette époque-là, on appelait ça une dépression ou les troubles qui peuvent y être associés. On appelait ça de la mélancolie. Peu de temps après, son père a fini par se suicider aussi. Donc elle se retrouve toute seule dans un domaine qui est désargenté, qui tombe en ruine. Elle est malade. Apparemment, je pense qu'elle a la tuberculose. Hein, c'est pas dit, mais je pense que c'est ça. Il va faire aussi la rencontre d'une sorcière. Moi, c'est pareil, je m'attendais à une vieille sorcière, tout juste, je ne l'imaginais pas avec le nez crochu et tout. Enfin, mais non, c'est une jeune sorcière, qui est pas mal d'ailleurs. C'est des jeunes femmes assez troublantes, hein. Elles ont chacune leur type de beauté. Et elle a d'ailleurs une particularité, elle a un œil qui est blanc et donc qui ne fonctionne pas, et un autre qui est quasiment noir. Donc, et sa mère était elle-même sorcière, et elles vivent à l'écart du village, près justement de la rivière où vivraient les Roussalki. Et elles sont maudites parce que les gens du village les considèrent. Enfin, sa mère est morte, mais ils la considèrent, elle, la jeune sorcière, comme maudite. Mais en même temps, ils n'hésitent pas à aller la voir quand ils ont besoin d'un rituel ou d'un sort pour avoir un enfant, trouver l'amour de leur vie ou tout simplement pour que les récoltes soient bonnes cette année. Donc, vous voyez un petit peu l'hypocrisie du truc. Mais en tout cas, elle vit esselée, voilà, déclarée maudite. Et donc on va comprendre voilà l'obsession de ce personnage pour les Roussalki, mais on va aussi rentrer dans une espèce de drame qui a eu, enfin voilà, tout est une fois encore lié au passé, et en fait les personnages sont tous liés les uns aux autres, et puis le personnage principal devient tellement obsédé par ces Roussalki il en est prêt à faire mais n'importe quoi, donc voilà. Et à la fin, bah, au lecteur de savoir si les Roussalki... J'avoue, je me suis dit, on va les voir, parce qu'on le voit aller, je pense, au clair quand la lune est pleine, je pense, enfin le soir, pour essayer de voir les Roussalki. Je dis, on va les voir, on va les voir. J'étais pressée de voir les Roussalki. Donc là, je vous laisse le mystère planer. Vous verrez bien en lisant ce roman si on aperçoit enfin ces fameuses Roussalki. Donc Roussalki d'Alexandre Page. Donc voilà, moi j'en ai fini pour mon Cold Winter Challenge. Alors j'étais bien contente de le faire. Je pense que je réessayerai de le faire l'année prochaine parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire. En plus, il dure sur 3 mois, ce qui vous laisse quand même si février est un petit mois, ça vous laisse quand même du temps. Moi, ça m'a permis j'ai même relu un manga, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. J'ai un peu vidé ma page, je suis retournée vers des auteurs que je ne connaissais pas, mais aussi vers des auteurs que j'avais dû laisser un peu de côté depuis un moment, donc que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. Donc vraiment j'étais contente. Bon là je vois qu'en ce moment il y a d'autres challenges comme le Mars au féminin, mais je m'y suis pas prise assez tôt. Il aurait fallu que j'ai des SP déjà en cours, donc je peux pas les laisser de côté. Donc voilà. Mais il faudrait que je pense que je me renseigne sur les différents challenges parce que je trouve ça sympa. Ça permet d'aller. Le but, c'est quand même d'aller piocher dans votre PAL. Hein. C'est pas d'aller racheter des livres parce que sinon, on n'en sort pas. Donc, soit avec des SP, soit avec des livres que vous avez déjà ou des livres que vous pouvez emprunter en médiathèque. Ce que j'ai fait moi aussi, hein, puisque je travaille en médiathèque. Mais voilà, le but, c'est ça. C'est aussi de vider un peu sa palle et se faire plaisir. Et vraiment, là, ça a été vraiment très sympa. Donc c'est l'Enluminé qui s'occupe du Cold Winter Challenge. Donc elle a sa page Facebook. Il y a une page Facebook pour le Cold Winter Challenge qui est créée tous les ans. Et elle a aussi un Instagram et puis une chaîne. Donc elle vous explique très bien en plus comment... parce que là, j'ai vu à droite à gauche qu'il y avait d'autres challenges, mais on ne trouve pas de gens pour expliquer vraiment, à part le Marceau féminin qui est très bien expliqué aussi par Flow and Books, qui a aussi une chaîne, un Instagram. Mais sinon, on n'a pas vraiment de... Voilà, et ce serait intéressant, voilà, j'aimerais bien en faire d'autres. Alors, je pense que déjà au mois de novembre, je l'avais fait il y a quelques années, je referai le Black November Il est bien ce livre de Séverine Lanté. Bon, ça tourne autour du thriller, mais comme c'est un genre que j'aime beaucoup, bah, je pense que j'en referai un aussi. Enfin, je pense que je vais bloquer mon mois de novembre pour pouvoir refaire ce challenge. Voilà, le but c'est de vous faire plaisir. Je vous dis, après vous n'êtes pas obligé de faire toutes les catégories. Du moment que vous en lisez un, c'est ok quoi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de. Voilà, le but c'est d'échanger aussi après sur le groupe Facebook et de voir qui a lu quoi. Et ah bah tiens, ça je connaissais pas. Ah bah tiens, toi tu lis ça, moi aussi. Enfin voilà, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé et c'était vraiment sympa. Je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous retrouver dans une vidéo, je pense peut-être pour un update lecture.
Donc sinon, en attendant, bah, j'espère que vous vous portez bien, voilà, que vous avez le moral. Et puis, je vous souhaite surtout de belles découvertes et de belles aventures livresques. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.